propos va surtout consister à parler de la grave question de la démographie dans notre pays. Et c'est avec les femmes qu'il est plus pertinent que nous en parlions. J'ai l'habitude de dire que la croissance démographique est très forte, qui n'est comparable aujourd'hui à celle d'aucun autre pays au monde, à part le nord du Nigeria, qui nous ressemble dans ses mœurs, dans ses us, dans ses pratiques sociales. Cette question-là est à la base de la déficience de notre système éducatif, tout en étant une manifestation. Il y a cette dialectique, ce rapport de cause à effet totalement imbriqué entre croissance démographique forte et déficience du système éducatif. Qu'est-ce qui est la cause de l'autre? Qu'est-ce qui est la conséquence de l'autre? C'est difficile à dire. Ces deux questions, elles sont totalement confondues et elles sont inextricables. Il est difficile de dire, c'est vraiment la problématique de l'œuf et de la poule, tout simplement. Et puisque vous vous souvenez, j'ai dit que nous devons mettre l'accent sur l'éducation, faire le pari que nous développions notre éducation, notre système éducatif pour que nous créions les conditions minimum en vue de la promotion de l'économie de notre pays et de notre société. Quand j'ai une occasion comme celle d'aujourd'hui, qui est une véritable chance, je dois la saisir pour parler de cette question et considérer que quand j'en parle, je parle de ce que nous avons à faire aussi pour que nous puissions disposer d'un système éducatif efficient. J'ai l'habitude de dire à mes compatriotes que la compétition entre les nations, elle se réduit à une compétition entre leur système éducatif. Et la problématique de la démographie, la problématique de la population est un paramètre important dans les conditions d'efficience du système éducatif. Si on se réfère au taux de croissance démographique, nous avons un taux de croissance démographique 1955-1960 de 2,74%, puis 10 ans après 2,84%, 2,88%, 2,98%, 3,55%, 3,79%, 3,82% en 2020. Dans certaines régions, c'est plus que ça. Même entre nous, entre Niamey et la région de Maradi, il y a une grande différence. Ou la région des Inders, il y a une grande différence. Mais c'est la moyenne à peu près qui donne un taux de croissance de l'ordre de 4%, un peu moins de 4%. Le Bénin, il a un taux de croissance de 2,73%, le Mali 2,87%, le Burkina 2,87%, le Mali 2,99%, la Mauritanie 2,78%, le Nigeria 2,59%, le Sénégal 2,77%, l'Algérie 1,98% de taux de croissance. Ils étaient à 247 000, maintenant ils étaient à 2,47, maintenant ils sont à 1,98. L'Égypte 2,03%, la Libye 1,36% de taux de croissance, le Maroc 1,26%, le Soudan 2,39%, la Tunisie 1,1%. La Tunisie est même dans une situation un peu comparable à celle des pays occidentaux qui ont l'autre problème inverse de celui auquel nous sommes confrontés. Et cela se traduit par le nombre d'enfants, le nombre moyen d'enfants par femme. Et nous avons justement ce qu'on appelle l'indice synthétique de fécondité en 2012, qui est de 7,6 enfants par femme en âge de procréer. Et par rapport à 2006,
on a eu une croissance de 0,5%. Et l'analyse des régions montre que l'augmentation de l'ISF, de l'indice synthétique de fécondité, est plus forte dans les régions de Maradi, qui sont passées de 2006 à 2012 de 8 à 8,4 et Zender de 7,4 à 8,5 entre 2006 et 2012. Au niveau régional, 52% des adolescentes qui vivent dans la région des Zender ont déjà eu au moins un enfant, 52%, contre 15% dans la ville de Niamey. À Zender, c'est 52% des filles en moyenne qui ont eu un enfant avant l'âge de 15 ans. Les chiffres que j'ai l'habitude de donner, c'est que 77% des filles nigériennes sont mariées avant l'âge de 18 ans et 28% sont mariées avant l'âge de 15 ans. À Zender, c'est 52% des filles qui ne sont pas seulement mariées, mais qui donnent un enfant avant l'âge de 15 ans. Il y a un contraste entre les régions et il y a un grand contraste entre les villes et la campagne. Mais les villes au Niger, ça ne veut rien dire. Des villes comme Zender, des villes comme Maradi, les gens ont un comportement des gens de la brousse. C'est Niamey seulement qui peut être considéré comme une ville parce qu'il y a une composante qui a pris conscience de ce phénomène et qui a tendance à avoir un comportement contrôlé. Ce sont des chiffres qui doivent nous interpeller et ils nous ont interpellés depuis très longtemps parce que ça fait déjà longtemps que nous avons parlé de planning familial et je voudrais à cet effet rappeler que le premier centre de planning familial a été créé en 1985 et vous vous souvenez des propos du président Kounché ce jour-là, je vais les citer, il avait dit « Excusez-moi mes sœurs, vous pondez trop ». Il utilise une métaphore comme ça de la poule, parce que quand la poule pond, elle pond tous les jours. Et ce n'est pas par hasard qu'il a utilisé ce terme-là. Vous voyez, en 1984, le président Kounché s'était adressé aux Nigériens à partir de Matamei. Sa déclaration a été célèbre. Elle s'appelle la déclaration de Matamei. Ce n'est pas un hasard. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que l'une des solutions que je prévois, que j'ai prévues, et sur laquelle vraiment j'insiste auprès de nos partenaires pour que nous soyons soutenus, c'est d'assurer une bonne éducation aux femmes en créant des internats pour les jeunes filles dans les collèges ruraux. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 45% des enfants qui sont renvoyés. Vous savez, sur les 45%, 70% sont des filles. Parce que pour elles, encore plus que pour les enfants de sexe masculin, se pose le problème du tuteur. Les parents ont des difficultés à concevoir que leur fille adolescente de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans soit loin de chez eux. Quel que soit le confort du cadre de son accueil dans le village d'à côté. Et il y a une tendance chez les parents d'enlever les enfants, filles de l'école, et de les donner en mariage. C'est ça qui explique les chiffres de Zender dont j'avais parlé tout à l'heure. Et donc, une des solutions sur laquelle nous devons mettre l'accent, c'est d'assurer au maximum de nos enfants de rester à l'école longtemps. Pourquoi je commence par les filles? J'aurais bien voulu commencer par tout le monde. Mais je commence par les filles en me disant que c'est pour équilibrer. Quand on regarde, ce sont les filles qui sont les plus victimes de ces renvois et des décrochages. Donc il faut être juste vis-à-vis des femmes. Et il faut faire des internats. Le jour où nous aurons assez de ressources, compte tenu de la configuration de notre société et de l'absence de collèges dans tous les villages, et de la nécessité de ne créer de villages de collèges que de façon sélective pour créer des rassemblements pour plusieurs villages, un seul collège. Compte tenu de ces conditions, l'impératif, c'est que partout nous créions des internats pour tous les enfants. Mais
n'ayant pas les capacités de le faire, faisons l'option d'assurer cette scolarité déjà au maximum de filles que nous le pourrons. J'ai créé des internats. Je me bats pour que nous ayons davantage de ressources. Je le ferai sur le budget national cette année. Nous avons plusieurs milliards. Nous allons construire des internats sur nos fonds propres. Nous le ferons davantage les années suivantes. Nous emprunterons de l'argent auprès de nos partenaires pour construire des internats pour les jeunes filles. Mais cette année, j'ai créé un internat à Kellé. Il y a 250 filles à Kellé. Mais l'année prochaine, plusieurs centaines encore vont venir. Et l'internat de Kellé ne sera pas suffisant. Il nous faut en construire un autre. Vous voyez le cauchemar de cette croissance échevelée. C'est que chaque année, vous aurez des contingents très nombreux. Il n'y a aucun pays qui est dans cette situation aujourd'hui. En général, les pays qui se sont stabilisés sont des pays, quand ils ont une école, chaque année, elle recueille le même nombre d'enfants à peu près. C'est-à-dire le nombre de ceux qui sortent de l'école parce qu'ils ont réussi est égal au nombre des enfants qui vont y entrer. On est dans une situation d'équilibre. La courbe de la croissance démographique que je vous ai indiquée pour les pays arabes tout à l'heure est là pour l'attester. Mais nous, dans la mesure où nous avons beaucoup d'enfants chaque année qui viennent, quels que soient nos efforts, là je me propose de construire les 36 000 classes paillotes. Je vais en faire des classes en matériaux définitifs. Je suis dans des discussions avec des partenaires pour ça. Je vais le faire. Peut-être que j'aurai les ressources pour le faire. Mais une fois que je l'aurai fait, ces écoles seront insuffisantes. Très vite, elles seront insuffisantes. Il n'y a pas de pays comme ça au monde nombreux qui sont confrontés à cette situation. Si vous avez un nombre déterminé d'écoles dans tous les pays dont la démographie a été stabilisée, le nombre de classes suffit pour le nombre des élèves chaque année. C'est parce que nous avons des mœurs auxquelles nous n'avons pas voulu toucher, même si elles nous conduisent vers des situations impossibles. Pourquoi vous avez tant de jeunes qui sont dans le terrorisme et dans le banditisme? C'est parce qu'ils ne sont pas à l'école. C'est parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre. Moi, qui plus que quiconque reçoit les rapports faisant état du nombre de terroristes qui circulent à Alambaré, à Urogeladjo, à Boni, à Mamassé, à je ne sais où, dans cette région-là de Walam, de Torodi, etc., etc. Mais vous dites d'où ils sortent comme ça? D'où ils sortent comme ça? C'est parce que nous les avons générés très nombreux, mais en même temps, l'économie n'a pas suivi. Vous savez, vous n'avez pas autant de jeunes Béninois ou de jeunes Togolais ou de jeunes Ivoiriens que vous avez des Nigériens dans ces pays, vous le savez. À plus forte raison au Nigeria, c'est-à-dire notre trop plein de jeunes. Nous avons tendance à les exporter chez les autres. Vous pensez que ça va être acceptable, ça? Non. Il y aura un jour, tout comme ils se plaignent des mendiants nigériens, ils vont se plaindre des travailleurs nigériens. Nous devons voir, gouverner, c'est voir loin, ce n'est pas rester à l'instant actuel. Et gouverner, ce n'est pas une affaire que des gouvernants, c'est une affaire de toute la société. Est-ce que si nous laissons nos concitoyens se comporter comme ils le font, ça peut marcher? Moi, je trouve que ça ne peut pas marcher. Parce que, je veux vous dire, moi je connais plusieurs de très nombreuses personnes qui n'ont pas un revenu, qui n'ont pas de quoi vivre, qui vivent au jour le jour, mais qui ont plusieurs femmes. Qui font plusieurs enfants.
Et l'aberration, vous voyez là où ça nous a conduit, c'est qu'à un moment donné, tu maries une femme et tu lui dis va mendier en Algérie, va mendier au Sénégal. Est-ce que ça c'est une bonne façon de traiter une femme? Et faire des enfants que vous n'avez pas de possibilité d'éduquer. Est-ce que nous devons observer ça et laisser ça comme ça? Moi, je dis que la solution à long terme, c'est l'éducation. Et il faut améliorer notre système éducatif pour que nos enfants y acquièrent des connaissances et des aptitudes à des formations qui vont leur donner des emplois parce qu'ils vont créer eux-mêmes les emplois. Nous allons mettre l'accent sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous sommes en train de chercher notre voie pour l'amélioration de ce système-là. Nous allons améliorer la qualité de notre système d'éducation générale. Nous allons améliorer les capacités de notre système universitaire. Nous allons mettre beaucoup de ressources. Nous allons travailler avec toute l'intelligence qu'il faut et avec toute la rigueur et toute la conscience qu'il faut, parce que nous pensons que nous ne sommes pas les derniers. Mais quand est-ce que les écoles vont donner des résultats? Ces réformes que nous allons faire, même quand elles sont bien inspirées, même quand elles sont intelligentes, même quand elles sont pertinentes, quand est-ce que nous disposerons de 40 000 ingénieurs, 30 000 ingénieurs, 50 000 ingénieurs, 100 000 ingénieurs, parce que d'ici 2050, nous serons le deuxième pays le plus peuplé de l'Afrique de l'Ouest. Nous serons avec le Nigeria. Nous n'atteindrons pas le Nigeria parce que nos frères du nord du Nigeria ont le même comportement que nous. Et nous, notre trop plein de gens non éduqués, dont nous ne savons quoi faire, ils ont tendance à aller dans les autres pays. Mais pour combien de temps? Il faut que nous ayons conscience de cela. Et c'est maintenant que nous devons envisager les remèdes. Et donc, par conséquent, nous devons, quand même, la société doit avoir des mécanismes pour empêcher les comportements nuisibles. Quand quelqu'un qui n'a rien, il vient vous voir, il vous dit, moi je veux me marier, donnez-moi de l'argent pour que je me marie. Et 9 mois plus tard, il vient vous voir, ah, vous savez, l'aide que vous m'avez donnée pour que je me marie, la femme là, elle a accouché, maintenant je veux que vous me donniez l'argent du mouton pour que j'en fasse le baptême. Est-ce que ça c'est sérieux? C'est pas sérieux, mesdames, n'est-ce pas? Comment on va lutter contre ça? Il faut que nous luttions contre ça. Moi, je ne dis pas que la polygamie est quelque chose de mauvais, à interdire, mais une certaine polygamie est une mauvaise chose. Et vous pensez qu'on ne doit pas en parler? Moi, ma responsabilité, c'est d'en parler. Et je prends le risque de le dire. Et je l'assume. Parce que ceux qui vont nous combattre, ils disent que c'est notre religion qui l'a dit. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. En tout cas, si on se réfère au Coran, maintenant si on se réfère à autre chose, je n'en sais rien. Mais le Coran, il est très clair. Dans la sourate An-Nisa'i, qu'est-ce qu'il dit, le Coran? فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Qu'est-ce que dit le Coran dans la sourate An-Nisa'i? Il dit, épousez ce qui vous plaira d'entre les femmes, par 2, 3 ou 4, mais si vous craignez de n'être pas juste, alors seulement une. Alors seulement une.
ذلك أدنى ألا تعودوا. ذلك أدنى ألا تعودوا. Plus sûr moyen d'échapper à la partialité. Vous faites une seule femme, c'est le plus sûr moyen d'échapper à la partialité. C'est le plus sûr moyen d'être impartial. Alors, cette sourate du Coran, s'il vous plaît, est-ce que cette sourate du Coran prescrit comme une obligation la polygamie? Elle ne la prescrit pas. Mon propos, il consiste à dire que chez nous, quand un homme pauvre marie plusieurs femmes, fait plusieurs enfants, qui n'a pas les capacités d'instruire, qui ne connaît même pas, qui n'a pas de capacité de bien nourrir, si vous lui dites que ce n'est pas bien, il vous dit que c'est Dieu qui a dit de faire ça. Est-ce que la sourate An-Nisa que je viens de lire, elle l'autorise? Non, parce que le Coran, il exige des parents qu'ils éduquent leurs enfants, qu'ils s'occupent de leurs femmes. D'abord, à chaque cérémonie de mariage, de Tsinta, de Shanta, à Kankaïke. Moi, je connais beaucoup de gens qui ne s'occupent pas du ti et du chat des femmes et de leurs enfants. Ils les marient et ils les laissent. Et ça nous crée le désordre que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi il faut que, Madame la ministre, et vous les femmes, et toutes les femmes, il faut que nous ayons un comportement responsable. Il n'est pas interdit de faire plusieurs femmes, mais seulement les hommes qui sont capables d'entretenir plusieurs femmes et plusieurs enfants sont autorisés à faire plusieurs femmes. Mais ceux qui n'ont pas les possibilités de le faire, on doit leur dire, et nous devons, donc voilà, c'est ça mon propos, ce sera de dire que nous allons sensibiliser les gens, pour leur dire que, vous voyez, notre comportement, il a fait de nous les derniers. Et si nous continuons la même chose, nous serons encore plus derniers. Et nous aurons des difficultés à vivre, parce que le Niger, certes, est très vaste, mais en vérité, les 3/4 du pays ne sont pas habitables parce qu'ils sont désertiques. Quel est l'aménagement du territoire que nous pouvons faire qui pourra nous contenir? Il n'y en a pas. Gouverner, c'est prévoir. Et nous devons regarder, nous devons faire ce qu'on appelle la prospective, savoir combien nous serons dans 50 ans, combien nous serons dans 100 ans, et avoir les comportements qui conviennent avec les défis qui se posent devant nous. Et la démographie est un vrai problème. Et si la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Mali, le Burkina, le Sénégal ont un comportement qui les met à l'abri des risques auxquels nous sommes exposés demain, en quoi nous serions plus musulmans que eux pour considérer que non, nous sommes musulmans. Mais si eux, ils font des taux de croissance de 2%, comment est-ce que nous pouvons dire que nous sommes plus savants que eux et nous devons faire des taux de croissance de 4%? Donc je pense que le phénomène de la polygamie irresponsable, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est ça notre fléau, et notre société doit générer des capacités, en plus des solutions à travers l'éducation, de faire en sorte que nous sensibilisions nos compatriotes et qu'ils aient un comportement responsable. Et nous devons donner, nous, l'exemple. Nous devons donner l'exemple. Nous qui avons la chance de comprendre tout ça. C'est pourquoi l'autre jour, j'ai dit à mes ministres, tant que vous êtes dans mon gouvernement, à moi, il vous est interdit de prendre une femme supplémentaire. Il faut que nous donnions l'exemple. Le ministre qui veut prendre une femme supplémentaire,
on ne lui interdit pas ça, il peut quitter le gouvernement. Mais tant qu'il sera dans le gouvernement, il lui sera interdit de prendre une femme supplémentaire. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pour provoquer le débat. C'est pour interpeller les gens. Comment un musulman comme moi peut dire ça? C'est parce que je suis très musulman et que moi, j'ai bien lu la sourate 4, la sourate de Nisa, que je peux dire ça. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pour provoquer le débat. C'est pour interpeller les gens. Parce que la parole de Dieu est sacrée et on ne doit pas s'en éloigner. Il nous dit que in khuftu ala ta'dilu fawahida. Fawahida. Une seule. Et si vous avez 2, 3 et que vous êtes au gouvernement, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez en ajouter, non, vous quittez le gouvernement et vous prenez votre femme. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je voudrais que les députés aussi prennent un tel engagement pour que nos compatriotes nous écoutent, pour que nos compatriotes nous entendent. Parce qu'il y a un grand décalage entre nous et nos concitoyens. Ces questions-là, eux, ils ne les connaissent pas, ils ne se rendent pas compte. Ils sont dans l'obscurité, mais nous, on a la chance de ne pas être dans l'obscurité. Et nous devons avoir un comportement de modèle pour que les gens soient interpellés et qu'ils aient. Voilà, Madame la Ministre, ce que j'ai voulu vous dire. Merci beaucoup.